La France célèbre aujourd'hui les 50 ans de la loi Veil, première loi dépénalisant l'avortement, un texte porté par Simone Veil, alors ministre de la Santé. Il a été promulgué le 17 janvier 1975 et il est, depuis le 4 mars 2024, inscrit dans la Constitution. Bonsoir Laurence Rossignol. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sénatrice socialiste, ancienne ministre des Droits des Femmes. Et nous sommes également avec Anne Souiris. Bonsoir et merci également d'être avec nous. Vous êtes sénatrice Les Écologistes et je précise que vous êtes toutes les deux vice-présidentes de la délégation aux droits des femmes du Sénat. Alors 50 ans après, pourquoi est-ce que c'est important de rappeler que ce droit à l'avortement, il a été obtenu au terme d'un long combat, que c'était quelque chose qui n'était pas forcément acquis? Parce que pour de nombreuses femmes sur la planète, c'est toujours pas acquis. Parce que ça a été le fruit d'un combat militant, politique, féministe, que Simone Veil a combattu, y compris sa propre majorité politique dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, pour arracher ce droit nouveau, parce que c'est un droit qui est sans cesse menacé. En France encore, alors on a une opinion publique qui est très solide en France sur le droit à l'avortement, qui soutient à plus de 85% cette liberté des femmes, mais on voit bien qu'aujourd'hui, dans de nombreux pays, l'avortement soit n'est pas acquis, pas conquis par les femmes, soit lorsqu'il l'a été est menacé. Et à 3 jours de l'intronisation de Donald Trump aux États-Unis, c'est une coïncidence de calendrier. Il est très important de rappeler que la France sera aux côtés des femmes partout. Et j'aurais peut-être donné un chiffre, puisque on est sur TV5 Monde. Une femme meurt toutes les 9 minutes sur la planète d'un avortement clandestin. Et tous ces militants, ces croisés, qui se mobilisent pour retirer ce droit aux femmes ou les empêcher de l'acquérir, en fait, sont juste mobilisés pour que les femmes avortent clandestinement, qu'elles en souffrent et qu'elles en meurent. Anne Souiris, vous êtes d'accord, il est important de raconter cette histoire, l'histoire de ce droit aux jeunes générations, de rappeler ces chiffres, ces faits qui nous ont été rappelés à l'instant par Laurence Rossignol? Bien sûr, parce que Madame Rossignol a raison, c'est-à-dire qu'on ne sait pas seulement de l'histoire, c'est une réalité actuelle. On est toujours dans la défense de ce droit. Il n'est pas gagné partout. On sait que la moitié des femmes qui avortent aujourd'hui le font de manière, en fait, illégale et mettent leur vie en danger. La moitié, c'est beaucoup. C'est vraiment des chiffres importants. On sait que c'est la 3e cause de mortalité maternelle dans le monde. Donc on voit que c'est pas seulement une histoire. En tout cas, c'est une histoire qui s'écrit encore aujourd'hui, qui est celle des femmes, qui est celle à chaque fois que disons que la démocratie est en danger, on voit que c'est un des premiers droits qui est mis en cause. Donc on voit aujourd'hui aussi en Russie, depuis quelques semaines, quelques mois, la mise en cause aussi de ce droit très clairement, avec l'idée que la promotion d'un mode de vie sans enfant est sanctionnable par la prison. Vous voyez, en fait, c'est vraiment des sujets sur lesquels on doit toujours lutter. Ça a été l'objet d'une mobilisation il y a 50 ans et je crois que les femmes et les hommes d'ailleurs doivent se mobiliser pour ce droit en France et ailleurs, c'est essentiel. Alors justement, pour les 50 ans de cette loi Veil, l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, a recueilli les témoignages de centaines de femmes qui ont avorté en secret dans la douleur avant la légalisation de l'IVG en 1975. Je vous laisse découvrir ce reportage. À 82 ans, Lydia a laissé les images de sa jeunesse dans ses tiroirs. C'est mon mari et moi sur le Pont Neuf en 59. Derrière l'insouciance, le souvenir de 2 avortements clandestins, à 19 et 22 ans. Pour la première fois, elle a accepté de témoigner en participant à une série d'entretiens documentaires. Très dur. C'est une horreur comme on ne peut pas imaginer. Écoutez, on a l'impression à un moment donné qu'on a comme une main qui vient dans votre ventre et qui va arracher les entrailles. C'est absolument épouvantable. 60 ans plus tard, le traumatisme remonte à la surface. Car avant 1975, l'avortement est illégal et celles qui y ont recours sont montrées du doigt. D'en reparler, ça me remet dans l'ambiance et c'est douloureux, c'est très douloureux.
Comme elle, près de 400 personnes ont répondu à l'appel de l'Institut national de l'audiovisuel. Il faut chercher des témoignages de personnes qui ont vécu de très près l'avortement quand il était illégal. Lina est allée à la rencontre de ces femmes qui ont avorté. J'ai avorté dans des conditions affreuses. Des anonymes, mais aussi Annie Ernaux ou Christiane Taubira qui n'en avaient jamais parlé. Premier péché, première sanction. Des récits intimes qui disent la déflagration d'une grossesse non désirée. C'est une grande solitude. Un mois de salaire, j'avais pas d'économie, j'avais rien, je donnais tout, quoi. J'avais plus rien, plus d'argent, plus rien, mais ça m'était égal, quoi. C'était le prix à payer pour être libre. À 80 ans, Huguette Leruche, elle aussi, a voulu témoigner. Curieusement, les garçons ne participent pas trop à nos états d'âme. Une façon de défendre ce droit pour sa fille et les générations futures. Il faut qu'il y ait un témoignage, il n'y a pas de doute. Il faut que les enfants, les petits-enfants luttent. Sinon, on ne va pas retomber au Moyen-Âge. Elle a une liberté de vie, de parole, dont on est... Évidemment, je suis fière en tant que sa fille. Et comment? C'est mérité, c'est entièrement mérité. Des témoignages émouvants qui permettent de mieux comprendre une époque et le combat de toutes ces femmes. Voilà, pour ces témoignages très forts. Laurence Rossignol, vous avez déposé une proposition de loi pour réhabiliter justement ces femmes condamnées pour avortement clandestin. Pourquoi est-ce que cette proposition de loi vous semble aujourd'hui nécessaire ? D'abord, je veux dire, ça fait 2 fois que je vois ces images et à chaque fois, elles me déclenchent chez moi les mêmes frissons et la même émotion. Je les aime, ces femmes. Voilà, j'ai envie de leur dire, on vous aime. Et pourquoi on a déposé cette proposition de loi? Pourquoi j'en ai pris l'initiative? C'est une proposition de loi qui a effectivement vise à réhabiliter les femmes qui ont été condamnées avant 1975 sous l'égide de la loi de 1920 qui criminalisait l'avortement. Aussi, c'est une proposition de loi qui demande à la nation de reconnaître que la législation prohibitionniste de l'avortement a infligé beaucoup de souffrance aux femmes, que ça a été une atteinte au droit à la santé, une atteinte à leur liberté, bien entendu, sexuelle et reproductive, et que les femmes en sont mortes, des femmes en sont mortes, et que ça a été une violence, une douleur pour toutes les femmes. Puis aussi, on dit dans cette proposition de loi qu'on réhabilite également celles et ceux qui ont contribué, concouru à des avortements et bien entendu celles qui les ont, qui ont encouru et recouru. Pourquoi on fait ça? Écoutez, ce matin j'étais dans un colloque du 50e anniversaire et une sociologue nous montrait des images. Il y a encore un taux de culpabilité extrêmement élevé chez les femmes qui avortent aujourd'hui. Plus de la moitié des femmes disent avoir ressenti de la culpabilité d'avoir recouru à un avortement. Et je pense que commencer par dire à celles qui ont avorté avant elles, la honte doit changer de camp en fait. Parce que ce qu'il y avait hier, c'était la solitude de l'avortement. L'avortement était clandestin, il était dangereux, dans les conditions sanitaires étaient épouvantables. Mais en plus, il y avait la solitude et il y avait la honte. Alors aujourd'hui, les conditions sanitaires sont très différentes, elles sont sécurisées pour les femmes, mais pour beaucoup d'entre elles, la solitude et la honte n'ont pas disparu. Oui, c'était une forme de double, voire de triple peine, en fait, à l'époque que vivaient ces femmes. Oui, tout à fait. Et en plus, je pense que cette proposition de loi arrive à pic parce que c'est aussi une reconnaissance, en fait. Ça va même plus loin que de réhabiliter. Ça veut dire on est reconnaissante, en fait, que ces femmes aient fait, et aussi, finalement, témoignent aujourd'hui et fait ces actes-là. Alors, évidemment, on n'est pas reconnaissante du fait qu'elles soient condamnées, mais en tout cas, il faut qu'elle ne le soit plus, aussi pour qu'on puisse exprimer notre reconnaissance vis-à-vis de ces femmes, vis-à-vis des médecins qui les ont aidées, vis-à-vis d'autres femmes qui les ont aidées. C'est ça, parce qu'il faut bien rappeler que parmi les milliers de femmes condamnées, il y a celles effectivement qui ont eu recours à l'avortement, puis il y a celles qui l'ont également pratiqué. Je précise que pendant le régime de Vichy, l'avortement était passible de peine de mort. Oui. Il y a eu des condamnations à mort de femmes sous Vichy. Et notamment, on peut citer Marie-Louise Giraud, qui a été guillotinée en 1942. Et après Vichy, dans les années 1946, il y avait une police qui
cherchait les femmes qui avortaient, qui allaient vraiment dans les laboratoires, et il y a eu énormément de femmes qui ont été condamnées dans l'immédiate après-guerre puisqu'elles portaient atteinte à la volonté de natalité et de repeuplement de la nation française. Et donc l'avortement était très combattu et les femmes très poursuivies après-guerre également. Et abolir cette culpabilité, c'est aussi abolir peut-être les beaux restes qu'on a aujourd'hui. Parce que, en fait, dans les hôpitaux encore, et quand il y a des avortements, eh bien, il y a encore des restes de ça. Il y a encore des médecins qui disent, moi j'ai entendu ça directement, mais finalement, on pourrait ne pas vous mettre, on pourrait ne pas vous endormir parce que comme ça, au moins, vous vous rendriez compte de ce qui vous arrive. Ça, ce genre de vocabulaire, ce type de phrase, on ne le ferait pas pour une autre opération. En fait, on n'est pas traité de la même manière. Et donc, il y a de la culpabilité à abolir. Et puis, il y a aussi à dire, en fait, personne n'a à subir ça. Donc, mais ça, très concrètement, Anne Souris, ces obstacles persistants, malgré l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution, comment est-ce qu'on les lève, ces obstacles, ces barrières, finalement, à l'avortement ? Eh bien, une proposition de loi comme ça permet. C'est parler. C'est aussi le mettre dans la Constitution, ce qu'on a fait. C'est du coup de pouvoir assumer et... Je ne sais pas s'il faut être fier d'avoir avorté, mais en tout cas fier d'avoir des lois qui permettent de pouvoir le faire quand on veut le faire. Oui, et de pouvoir l'assumer. Et de ce fait-là, s'il y a une culpabilité à avoir, c'est plutôt des médecins qui disent « ah ben non » ou qui culpabilisent les femmes. Et de renverser cette charge-là en parlant comme ça, en faisant des lois, en constitutionnalisant, en parlant comme aujourd'hui de ces 50 ans, en pouvant regarder ces femmes qui témoignent ou encore Madame Veil qui a eu le courage de lutter il y a 50 ans, eh bien ça permet aussi de renverser cette culpabilité-là. Voilà, je pense que ce que vous faites aujourd'hui, ça permet de le faire aussi. Laurence Rossignol, pour justement réhabiliter ces femmes, vous plaidez, je crois, pour la mise en place d'une commission indépendante. Qu'est-ce que vous attendez justement de cette commission indépendante ? Quel serait son travail ? En fait, la proposition de loi, elle vise deux choses. Réhabiliter les femmes condamnées et reconnaître que la législation a infligé aux femmes une souffrance. Les deux volets sont importants à mon sens parce que on ne réhabilitera pas, on les réhabilitera pas une par une, voilà. Mais alors, c'est quoi cette commission que nous proposons ? Mais en fait, c'est presque de poursuivre le travail qui a été fait, par exemple, par l'INA, tout ce travail d'écoute de la parole des femmes et de garder cette mémoire. Parce que l'histoire des femmes, c'est l'histoire d'individus dont la parole, la spécificité a souvent été invisibilisée, gommée. Et il y a dans cette période dans laquelle les femmes ont dû recourir à des avortements clandestins, toute une histoire de femmes. Annie Ernaux la raconte dans son livre L'événement. Il faut conserver cette parole, il faut poursuivre ce travail-là. C'est ce que propose aussi la mise en place d'une commission pour recueillir la parole des femmes et conserver ce moment d'histoire des femmes. Laurence Rossignol, votre proposition de loi, comment est-ce qu'elle est accueillie par les autres élus politiques des autres partis politiques ? Alors, d'abord, elle a été très bien accueillie par les collègues de mon groupe politique, du groupe socialiste, puisque nous avons décidé de l'inscrire à l'ordre du jour sénatorial le 20 mars prochain. Je n'ai aucun doute qu'elle sera bien accueillie par les élus des groupes de gauche également. En ce qui concerne les élus républicains, la droite, en fait, je ne sais pas. Et vous savez, au Sénat, c'est un peu particulier, on a un peu c'est la réalité augmentée de la droite qu'on a chez nous. Il y a un effet loupe sur la droite. Mais j'imagine que je ne vois pas comment ils pourraient refuser de la voter. Je ne le vois pas. Anne Souris, on peut s'attendre, selon vous, à des résistances politiques par rapport à ce projet de loi ? Non, mais c'est un enjeu politique. Donc, bien sûr qu'il y aura des résistances politiques. C'est une évidence. De la même manière, quand je parlais de la Russie ou quand on parlait de Trump tout à l'heure, bien sûr qu'il va y avoir des résistances politiques. Et cette question de réalité augmentée, c'est aussi la question, vous savez, de l'émancipation des femmes. Est-ce que c'est toujours un enjeu ? Cette question d'émancipation. Et puis avec en plus les réseaux sociaux maintenant qui nous entourent, ça devient l'objet de quelque chose qui peut se démultiplier parce que en fait c'est un sujet de scandale. C'est un sujet de scandale comme les questions de genre. Enfin, donc quand on voit qu'en France encore on n'arrive pas à faire une éducation sexuelle réellement comme il y a même dans notre propre loi, c'est-à-dire que l'éducation nationale n'ose pas aller jusqu'au bout. Oui, il y a besoin d'aller jusque-là et du coup de
continuer de convaincre nos collègues au Sénat, à l'Assemblée. L'année dernière, finalement, on a réussi. Oui. On a réussi à le faire avec la Constitution, avec la constitutionnalisation. Mais il faut recommencer. En fait, on est un peu scisif avec cette question-là. C'est qu'il faut toujours recommencer. Mais c'est passionnant parce que c'est l'histoire, pas seulement des femmes, c'est l'histoire de l'humanité qui se joue avec cette histoire-là, en réalité. Et la ministre, pardon. Non, je vais juste dire, la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes a apporté son soutien à cette proposition de loi. Donc déjà, le soutien de la ministre n'est pas inutile et ce n'est pas quelque chose que nous avons discuté dans le cadre de la non-censure. C'est un soutien qui est hors de toute discussion politique. Et un dernier mot pour refermer cette interview. Anne Souris, il nous reste une trentaine de secondes. Ça vous laisse peu de temps pour répondre, mais Laurence Rossignol l'a évoqué en début de grand angle, l'arrivée au pouvoir officiel, le retour au pouvoir de Donald Trump à la Maison-Blanche à partir de lundi. Est-ce que c'est un événement qui fait craindre, selon vous, de nouvelles attaques répétées contre le droit à l'avortement aux États-Unis ? Bien sûr, ça a été le premier homme politique qui a été comme ça, qui était à l'époque d'ailleurs président des États-Unis, qui a été dans une manifestation pro-vie anti-avortement. C'est lui qui a dit qu'il était fier d'avoir mis des juges qui permettaient d'abolir la protection contre l'interdiction de l'avortement. Donc on voit bien que même si il est resté un peu ambigu parfois, en fait, toute la campagne qu'il a fait avec les évangélistes, en particulier aux États-Unis, et qui a bien dépassé les États-Unis, allait dans ce sens-là. Donc oui, les femmes ont raison d'avoir peur de ça, mais c'est aussi, nous, une sonnette d'alarme qu'on doit avoir dans le monde entier. Dans le monde entier. Merci beaucoup, Anne Souris et Laurence Rossignol. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde. On passe à présent